C'était une des voies les plus dures du monde, hein. Années 90, en 95, il y avait un 9 ans en France. On va s'intéresser aujourd'hui à Tigre Bleu, UTC+, au Saussois en Bourgogne. Ça a été une voie à price money. Ok. Quelle est cette histoire? Et là, je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'aller au Saussois en vélo depuis Fontainebleau. Par contre, fallait chauffer quelqu'un, c'est le plus compliqué. Et il se trouve que j'avais Nico Pelorson sous la main. Outre sa qualité de grimpe légendaire, sa souplesse des doigts qui lui permet d'arquer même les plats, légendaire, son ouverture de bassin, légendaire, c'est aussi un mec qui a une caractéristique, c'est qu'il est extrêmement chauffable pour tout. On loue les vélos, machin, à le petit magasin de vélos à Fontainebleau et en avant quoi. On était parti à 7 ou 8 heures du mat, c'était 21h. Et je me souviens encore, il lève la tête de ses mains comme ça, héroïque, il dit on va finir. Et puis en réalité, Nico, au niveau physique, il a explosé en vol quoi. Hello l'équipe, nouvel épisode de Voix de légende avec Lucien Martinez. Salut Tommy. Salut Lucien, comment vas-tu? Très bien. Toujours à fond. Toujours à fond. Entre chaque épisode, on a quasiment la même tenue, c'est... Ouais, moi j'ai pas la même. Ah non, c'est moi qui suis sale finalement. On va s'intéresser aujourd'hui à Tigre Bleu, UTC+, au Saussois en Bourgogne. Une voie équipée par Lucien Berardini en 90, et ensuite libérée par Jean-Pierre Bouvier en 95. Ouais. Comment as-tu découvert cette pépite? Alors, ce qu'on peut ajouter sur cette voie et sur le Saussois, c'est que le Saussois, c'est la falaise ou une des falaises les plus proches de Paris. C'était la falaise des Parisiens, en fait, dans les années, depuis toujours, depuis que, même avant que l'escalade libre existe, les Parisiens, ils allaient au Saussois même juste pour grimper en artif sur les murs, ils s'entraînaient à pitonner, à mettre des pitons dans les fissures et tout pour les courses alpines. Donc c'était un peu comme Blo était un de leurs centres d'entraînement pour les courses alpines. Le Saussois, c'était aussi comme un centre d'entraînement où ils se retrouvaient le week-end, les Parisiens se retrouvaient le week-end, tout ça. Donc c'est une falaise mythique, qui est plus très connue, mais qui est connue dans l'histoire de l'escalade. Et donc, moi, en venant habiter à Blo, maintenant, quasiment plus personne fait un trip pour aller au Saussois, genre en vacances, et se dit je vais aller faire des vacances de grimpe au Saussois. Plus grand monde se dit ça. Mais par contre, quand tu es dans la région, c'est une falaise de Bourgogne, qui est pas très loin d'Auxerre. Et quand tu es dans la région, à la journée ou au week-end, c'est un choix privilégié parce que la falaise, elle reste bien. Elle reste, elle reste bien, intéressante, avec quand même des voies dures et tout ça. Donc moi, c'était vraiment logique pour moi d'aller même piquer une tête au Saussois quand j'ai habité à Blo. Et la première fois que je suis allé au Saussois, c'est Pierre Delas qui m'a amené. Pierre Delas, c'est un notable de l'escalade, on va dire. C'est un grimpeur passionné, un bon grimpeur qui a une bonne expérience. Et c'est le gars c'est le fondateur de Fanatic Climbing. Et il habite à Massif, hein, il habite en région parisienne. Il a pas mal grimpé à Blo, mais il garde une âme de falaisiste. Et on va dire les gens qui habitent en région parisienne avec une âme de falaisiste, ils aiment bien le Saussois. Et donc, c'est avec lui que j'y suis allé la première fois. Et en fait, t'arrives au Saussois, alors moi, j'étais assez surpris du cadre. Le cadre est archi bucolique. Bon, ce jour-là, c'était pas très, c'était une journée, il faisait moche, c'était une journée un peu glauque, mais c'est le cadre global du Saussois est archi bucolique. T'as la rivière Lyonne qui passe en bas, t'as des prairies qui montent doucement depuis la rivière jusqu'au pied des voies, et puis t'as les voies, ça fait des jolis profils bien dessinés avec des trous. C'est très joli, c'est vraiment une falaise magnifique, un endroit où tu as envie de passer du temps, tu vois, au printemps, par une belle journée de printemps, te poser là, passer une journée, tout. C'est vraiment c'est un endroit charmant. Donc, j'arrive là, je regarde le mur, et en fait, je dirais que ça le fera pas à tout le monde,
Mais quand tu as un peu le sens de la ligne et que tu es habitué à non pas regarder une falaise dans son ensemble, mais chercher des lignes, bah, tu ne vois que tigre bleu. Parce que c'est au niveau du mur central, c'est pas le mur le plus haut du Saussois, mais c'est dans le mur central. C'est tout blanc, le mur Moreau. Il me semble que le secteur s'appelle le mur Moreau. C'est tout blanc. Et avec cette coulée, cette rayure bleue qui parcourt le mur au milieu. Et en fait, tu vois que ça. Direct, première question que j'ai posée. Pierre, il y a une voix là-dedans. Et il me dit, bah ouais, il y a un 8C+, tigre bleu. Donc très bien nommé, parce qu'en fait, tu as un fond blanc et une rayure bleue magnifique. Donc elle est parfaitement bien nommée. Il me dit, ah bah ouais, c'est tigre bleu, c'est une voix mythique. Où il dit, bah, il me dit, il y a que 2 gars qui l'ont fait, quoi. Il y a Jean-Pierre Bouvier, dans les années 90, et puis Christian Roumégou, un autre fort grimpeur. Un gars qui a fait beaucoup de trucs durs à Blo et au Saussois, tout ça. Et moi, j'avais entendu parler de voies mythiques du Saussois. J'avais entendu parler de Chimpanzodrome, j'avais entendu parler de l'échelle à poisson, qui est le premier 7A de France, que probablement un jour, c'est une voie qui passera dans les voies de légende. J'avais entendu parler de Festin de Pierre, qui a été initialement coté 8C plus 9A, qui est un des premiers de la cotation en France. Elle a été décotée ensuite, mais bon, il y a des voies mythiques connues. Même le 8C voisin de Tigre Bleu, Insoumission, j'en avais entendu parler. Tigre Bleu, c'était pas connu. Mais donc il me dit ça. Et en fait, c'est la plus belle. En plus, la voie est naturelle et tout ça. Pour moi, c'est la ligne du Saussois. La King Line du Saussois, c'est Tigre Bleu. Et donc je l'avais pas essayé ce jour-là, mais je m'étais dit, bah, c'est celle-là, quoi. S'il y en a une à essayer au Saussois, c'est Tigre Bleu, quoi. Euh, voilà, donc comment j'ai découvert l'existence de cette voie. Et je sais plus, voilà, là, je l'ai essayé sérieusement l'année d'après. Petite pause pendant notre discussion. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Vous êtes plus de 80% à regarder chaque épisode du Blogcast, mais à ne pas être abonné. Et vous pouvez évidemment aussi liker, commenter. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute, vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles. Et nous, on se retrouve pour la suite de la discussion. Comme on l'a dit dans l'intro, et comme tu l'as répété, c'est Jean-Pierre Bouvier qui a fait la première ascension. Exactement. Est-ce que tu as une anecdote ou des choses croustillantes à nous dire sur cette première ascension? Alors, tu sens bien le truc, parce que, alors oui, il y a des trucs à dire sur la première ascension. Et déjà, t'as déjà entendu parler de Jean-Pierre Bouvier? De nom. De nom? On n'a pas déjà parlé dans un podcast? Est-ce qu'on en a déjà parlé dans un podcast? C'est possible, parce que c'est un personnage très très important de l'histoire de l'escalade. Il n'est pas forcément hyper connu, il y a peu d'images, quelques photos. C'est comme un fantôme un peu. Et il est encore en activité, maintenant il a 60 ans passés. Et si tu as de la chance, tu peux le croiser par hasard en forêt. Il grimpe encore, mais c'est un animal sauvage. Genre vraiment, moi je l'ai déjà croisé une fois. C'était au fin fond d'un secteur, au fin fond d'Apremont, il essayait d'ouvrir une traversée. Et faut avoir de la chance pour le voir. Il est très très charismatique. Il a ouvert beaucoup de blocs durs à Fontainebleau, principalement des traversées ignobles. Il est petit. Son surnom, c'est la mouche. Et il a ouvert beaucoup de blocs, beaucoup de traversées extrêmes à Fontainebleau sur des arquets microscopiques. Donc des trucs à tenue de prise. Il a un gros, une grosse carte de visite. Et c'était un des pionniers de l'escalade libre. Déjà au début des années 80, c'est lui qui faisait, il a fait certaines des premières voies dures de France. C'est lui, me semble-t-il, qui a libéré Chimpanzodrome en 1980, qui est un des premiers 7C+ de France. Donc il a été, et il a progressé avec l'escalade jusqu'à faire des voies en 8C, 8C+, dans les années 90, dont Tigre Bleu. Donc il était, c'était un... là, à l'époque, il était plus connu que maintenant. Il faisait quand même
des gros titres dans les magazines et tout ça. Maintenant, il est beaucoup plus discret. Il a, je crois, pas de téléphone, tu vois. Ok. Moi, j'avais fait quelques articles quand je bossais pour Grimper Magazine. J'avais fait quelques articles sur lui, tout ça. Et pour le contacter, j'avais dû passer par sa fille. Je sais plus si elle gérait ses mails ou quoi. Il a pas. Enfin, il faisait partie il faisait partie un peu de ces grimpeurs dans les années 80, 90 qui vivaient de peu, qui étaient à moitié, enfin, qui étaient un peu à la marge, quoi. Ils campaient la moitié de l'année, ils squattaient partout, ils, enfin, voilà, ils étaient limite un peu délinquants, voilà, ouais, c'était l'époque où les grimpeurs étaient réellement à la marge. Et donc Jean-Pierre Bouvier, il est resté un peu dans enfin, il y en a beaucoup de cette époque-là, des Ben Moon ou quoi, qui sont devenus des businessmen, les grimpeurs stars de cette époque-là, où les grimpeurs, ils étaient un peu libertaires, un peu anards et tout ça. Et ben Bouvier, Il est resté. je sais pas s'il est resté, mais il a pas pris le tournant du business. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, tu vois. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois ou deux, une fois en forêt par hasard, une deuxième fois quand Seb Bouin était venu pour faire le Vintage Rock Tour. Il avait fait Tigre Bleu, justement, et il avait réussi à contacter Jean-Pierre Bouvier et Jean-Claude Droyer, qui sont deux pionniers du Saussois. Et là, je l'avais rencontré, et il est excellent, quoi. Bouvier, il a plein d'anecdotes sur l'époque. Il s'exprime hyper bien, il est assez, il a une super, tu l'écouterais parler pendant des heures, quoi. Donc excellent. Et donc c'est Jean-Pierre Bouvier qui a fait la première ascension de Tigre Bleu en 95, me semble-t-il. Et donc tu me demandais s'il y a des trucs de particuliers à raconter sur cette première ascension. On ne sait pas grand-chose, mais on sait quand même un truc. C'est c'est notamment pour ça que je voulais mettre Tigre Bleu dans les voies de légende, c'est que ça a été une voie à prize money. Ok. Quelle est cette histoire? Et ben, ça. Alors, c'est Lucien Berardini, donc, qui avait mis les points. Et donc, c'était Lucien Berardini, c'était un alpiniste et grimpeur voilà, qui était connu à l'époque. Et c'était un taulier du Saussois, quoi. Il était tout le temps fourré au Saussois. Euh, et il avait dit 2000 francs à qui. Alors, il y a des. Comme c'est du bouche à oreille, j'ai lu à plusieurs endroits qu'il avait dit 2000 francs à qui enchaînerait cette voie. Jean-Pierre Bouvier, lui, raconte que il avait promis sa voiture. Ça, je veux plus dire d'ânerie, 205 GTI ou je sais pas quoi, qu'il avait promis sa voiture à qui enchaînerait la voie. Donc je sais pas, voilà, il y a des histoires diverses. Et Bouvier dit qu'il a fini par faire la voie, donc il a bossé la voie, il l'a travaillé et il a fini par l'enchaîner. C'était une des voies les plus dures du monde, hein, des années 90, en 95. Il y avait un 9 ans en France. Il y en avait 3 dans le monde, 3-4 dans le monde. Donc c'était vraiment très dur. Et, et donc il est allé le voir, il lui a dit bah, file-moi les clés de ta bagnole. C'est ce qu'il raconte, Bouvier. Et le gars, il a dit ah non, la voiture, elle est morte depuis le temps que j'ai mis le prize money. La voiture, elle est morte. Va te faire voir, quoi. Et donc, Bouvier raconte qu'il avait dit ah mais non, mais dans ce cas-là, file-moi le prix de la voiture, de l'argent, et qu'apparemment, il avait jamais touché la récompense, hein. Voilà. Donc, apparemment, Lucien Berardini, dont on a déjà parlé dans ce podcast, parce qu'après, il a déménagé à Montpellier, et ça a été un personnage phare de Claret. Et donc l'épisode qu'on a fait sur une voie de Claret. Mais Lucien Berardini n'a pas honoré sa promesse de voilà. Le fourbe. Oh, il faut pas dire ça, on connaît pas les détails de l'histoire, c'est une légende, hein, on va Je pas. l'aime bien cette légende. Elle est bien, elle est bien.
Et on trouve à plusieurs endroits des traces du truc. Et voilà, alors, dans pas mal d'endroits, on voit que. Enfin, on voit qu'il y aurait donc ce prize money de 2000 francs. Mais C'est quoi l'équivalent aujourd'hui? j'en sais rien parce que tu peux faire la conversion en euros. Donc ce serait 1 euro égale 6 francs. Mais l'équivalent en pouvoir d'achat de 2000 francs, il y a avec l'inflation et tout, je sais pas exactement ce que ça. Et donc après, la voie, elle a été. Après cette première ascension, voilà, qui avait suscité ce petit épisode voilà, avec Bouvier, la voie, elle a été refaite soit fin 90, soit début 2000 par Christian Roumégou, donc cet autre très fort grimpeur qui a fait la plupart des voies dures du Saussois. Machin. Et depuis, après, plus rien pendant 20 ans, quoi. Tu sais pourquoi il n'y a pas eu de répétition? Les gens ont essayé On ou? m'a dit que des prises avaient cassé et que au début, c'était plutôt un 8C+ gentil et que les prises ayant cassé, c'était devenu un 8C+ plus méchant. Voilà. Nous, avec Nico, quand on est revenu, Nico Pelorson, je précise, quand on est venu la faire, ça nous a pas paru enfin, ça nous a paru valoir la cotation, quoi. Donc si effectivement, s'il y a des prises qui ont cassé, peut-être, enfin, je sais pas. Mais après, moi, si j'y vois une explication assez évidente, c'est la déprise du Saussois. C'est que à partir des années 2000, c'était plus du tout. Enfin, plus- à la limite, tu allais au Saussois en pèlerinage pour faire Chimpanzodrome, mais voilà, même les Parisiens ne grimpaient plus tant que ça au Saussois, quoi. Ils allaient dans les gorges du Tarn, ils poussaient un peu plus loin. Le Saussois enfin, ça a été passé de mode. Et les voies dures du Saussois, elles ont eu quelques ascensions un peu ces 5-6 dernières années, parce qu'il y a voilà, des Pierre Shankland, des jeunes locaux, la famille Vallès, Eric, je sais pas si on dit Val ou Vallès, bon. Et voilà, il y a eu quelques ascensions depuis les années 2020 où il y a eu un micro regain d'attention. Mais sinon, années 2000 et 2010, les gens y allaient pas, quoi. Tout simplement. Et donc, il y a quasi aucune des voies dures qui n'a reçu d'ascension à cette enfin, dans cette période-là. Et il y a pas, pour moi, il n'y a pas de raison. Enfin, la falaise, elle se défend. Franchement, les voies sont jolies. C'est pas du gros dévers à colo, mais franchement, c'est bien, quoi. C'est un super endroit pour aller. C'est un super endroit pour aller en falaise. Et vous, c'est passé comment avec Nico quand vous avez découvert la voie? Alors, ben moi, j'avais déjà découvert la voie. Et j'ai chauffé Nico pour aller un peu au Saussois. Et donc, ouais, voilà. Donc, on s'est attelé à faire les voies dures du Saussois un peu les unes après les autres, quoi. Et alors, Nico, en 2-3 séances, il a plié l'affaire. Donc, il a enchaîné, voilà, je dirais sans encombre pour Nico. Ça s'est passé. Et moi, j'ai mis un peu plus de séances, mais voilà, je l'ai faite. Alors, ce qui est marrant, par contre, c'est le week-end où j'ai réussi la voie. Ça mérite d'être raconté. En fait, alors il faut replacer dans le contexte, enfin, du moment. Ça fait quelques années, en fait. Et c'était avant qu'il y ait toute cette mode de ce que les écolos appellent, enfin les militants écolos de l'escalade, notamment Eline Le Ménestrel et des gens, des Allemands et tout ça, ils appellent les eco-points. Le fait d'aller faire les voies sans prendre de voiture, ni d'avion, c'est genre enchaîner une voie avec des moyens de transport écologiques. C'est-à-dire Train, train-vélo, vélo. en gros, voilà, train-vélo. Et moi, j'avais. Donc, c'était avant cette mode-là. J'avais un peu cette idée d'investiguer ça, notamment parce que je voulais faire j'avais fait un numéro spécial environnement de Grimper Magazine. Et donc, dans ce cadre-là,
je voulais un peu investiguer des approches, voilà, des approches écolo, et notamment ce truc de l'éco-point Pas encore vu le qui jour. avait pas encore vu le jour. Et nous, on appelait ça on appelait ça, c'était Seb Bouin qui avait, en discutant avec Seb Bouin du concept, il appelait ça des clean lines. Enfin, c'était son idée, mais on appelait ça des clean lines. Stylé le nom. Ouais, c'était pas mal. Mais EcoPoint, c'est mieux, hein, parce que ça fait référence à Red Point. Les Allemands, ils disent Red Point pour enchaîner une voie. Une voix. Et donc faire un EcoPoint, ça veut dire que tu l'as enchaîné, mais sans pétrole, quoi. Enfin, entre guillemets, bien sûr qu'il y a du pétrole partout, mais entre guillemets, voilà. Et il se trouve que je m'étais dit, ah ben le Sausois, c'est pas si loin de Paris, tout ça, j'étais voilà, dans ce mood-là d'essayer. Par exemple, j'étais allé essayer Hugues, qui est pas loin d'Angoulême, en train et à pied, pour faire des essais pour ce magazine-là. Et là, je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'aller au Soissons en vélo depuis Fontainebleau voilà, pour faire finir Tigre Bleu. Et par contre, fallait chauffer quelqu'un, c'est le plus compliqué. Et il se trouve que j'avais Nico Pelorson sous la main, qui était mon camarade du Saussois. Et Nico, outre sa qualité de grimpe légendaire, sa souplesse des doigts qui lui permet d'arquer même les plats, légendaire, son ouverture de bassin pour se plaquer au mur quand il grimpe, légendaire, c'est aussi un mec qui a une caractéristique, c'est qu'il est extrêmement chauffable pour tout. Franchement, j'ai jamais vu ça chez quelqu'un d'autre. Tu vois, les gens, d'habitude, tu leur proposes des plans un peu foireux, des trucs qui sont... Faut les chauffer, quoi. Faut pousser. Ouais, ils sont un peu réticents, tu vois. Enfin, je sais pas, Nico, je sais pas, c'est un mec, il a toujours... il bosse comme kiné, mais il est toujours plus ou moins dispo pour faire des trucs. Il est toujours chauffable. Ok. Je lui dis, vas-y Nico, ça te chaufferait pas, on fait ça et tout. Ouais, grave, je suis chaud. Et c'est d'autant plus rare, souvent les grimpeurs hyper forts, ils ont leur plan d'entraînement, leurs objectifs, tout ça, et pour les détourner Ouais, c'est étonnant. de trucs perso qu'ils veulent faire, c'est extrême, c'est même presque impossible, tu vois. Si tu veux faire des trucs avec des grimpeurs qui sont du niveau de Nico, il faut que le hasard rassemble les intérêts et que voilà, tu te retrouves à essayer le même truc au même moment ou avoir le même projet au même moment ou quoi, ou alors tu les suis dans leur truc. Mais Nico, je sais pas, voilà. Donc, c'était pour ce genre de truc, c'était un peu mon gars sûr. Donc je lui dis, Nico, ça te chaufferait pas? On n'avait pas de vélo, tu vois, on était à Blo, on n'avait pas de vélo, ça te chaufferait pas? Viens, on loue des vélos et on va se faire un petit week-end au Soissons en vélo, quoi. Et ben il a dit, évidemment, il a dit, ouais, bouillant. Donc bon, après, voilà, on avait un week-end de 4 jours. Donc on s'est dit, jour 1, on fait le trajet en vélo. Je sais plus exactement, mais je sais pas, en évitant les grosses routes ou quoi, ça fait à peu près 150 km, quoi, enfin, dans ces eaux-là. Donc on s'est dit, jour 1, on fait le trajet en vélo. On grimpe 2 jours et jour 4, on fait le retour, tu vois. Il y a une problématique parce que il a enchaîné un week-end puis toi un autre week-end. Ouais, lui, il avait enchaîné avant. Mais de quoi? Tu disais le fait qu'il avait déjà enchaîné? Ah, du coup, tu l'avais déjà enchaîné, donc c'était un nouveau week-end où vous C'était partiez un en nouveau vélo? week-end. Lui, il avait enchaîné avant. En mode normal, pas en vélo. Ouais, en mode normal, pas en vélo, mais il lui restait d'autres voies à faire. Ok. Il lui restait d'autres voies dures à faire, donc c'était tout à fait. Enfin, il était encore motivé. Il avait quelques 8C encore à enchaîner, donc il était encore motivé pour venir au Saussois. Et donc on loue les vélos, machin, à le petit magasin de vélos à Fontainebleau et en avant, quoi. Et là, on fait le début. Donc, alors c'était vraiment, alors je précise, c'était très, très, très improvisé. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout expert en voyage à vélo. On avait tout le matos, voilà, sur les porte-bagages et à moitié dans les paniers. Voilà, c'était pas un truc. On était en mode expérimentation. Et on fait
on part le matin, je sais plus, à 7-8 heures. On fait quelques kilomètres. Et là, genre, je sais pas, 8 kilomètres, 10 kilomètres. Et là, Nico, il me fait: «Ah ben, je pense là, ça y est, j'ai jamais fait une distance aussi longue en vélo de ma vie», il me dit. Au bout de 10 kilomètres? Même, je pense même pas. Et il faut qu'il en fasse 150. Et on avait, voilà, et je pense même pas 10 kilomètres, il me dit. Je le regarde, je lui dis: «C'est vrai, Nico?» Il dit: Ouais, ouais, là, moi, j'avais jamais fait aussi long non plus de ma vie, mais bon, j'avais déjà fait, tu vois, j'avais déjà fait 50 kilomètres en vélo, tu vois. Et Nico, il me dit ça. C'est bon, très bien. On avait prévu de dormir il y a au camping là, et on avait réservé on avait prévu de bouffer au restaurant le soir en arrivant au restaurant du camping. Donc là, c'est le trajet commence à se passer bien, quoi. Il faisait beau, on a été sur des petites départementales sans voiture, trajet sous-optimisé en termes de direction, tu vois. Et petite pause café dans un bar. Enfin, vraiment, c'était paradisiaque, quoi, pendant la première matinée. Et puis, tu vois, on faisait des pauses, on checkait où on en était sur Google Maps. Des fois, Google Maps nous envoyait sur des faux chemins, on se plantait, c'était, voilà, le paradisiaque, mais quand même, on n'avançait pas, quoi. Genre, sur la carte, déjà, on roulait pas très vite et tout, mais on se rapprochait pas vite du tout de l'objectif, quoi. Et on a mis quand même assez longtemps à s'apercevoir que ça allait quand même être chaud. Donc, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, on n'arrivera jamais comme prévu à 19h. Donc, je rappelle, je dis, on arrivera un peu plus tard, quoi. Voilà, on est en chemin, mais on appelle le resto où on avait réservé. Et en fait, plus ça avançait, plus on s'apercevait que moi, j'ai crevé, donc j'ai remplacé la roue. Et puis en réalité, Nico, au niveau physique, il a explosé en vol, quoi. Bah, tu m'étonnes, il a jamais fait de vélo. Genre, il devait nous rester la moitié du chemin et il avait plus du tout de jambes. Il pouvait plus s'y mettre un coup de pédale devant l'autre, quoi. Et le temps s'égrenait et en gros, on avançait. On était en vitesse 1 de VTC, des vélos quand même, voilà, qui sont, c'est pas des VTT, mais ça mouline bien. On était en vitesse 1 sur du plat. Genre, je pédalais même pas vite. J'avançais. Je tournais la tête, il suivait pas, quoi. Genre. Et on est arrivé donc sur les coups de peut-être. Au bout d'un moment, alors, on avait objectif d'atteindre Auxerre pour manger le soir. On s'est retrouvé au bout d'un moment, on s'est dit on va au plus direct là, il faut arrêter de déconner sur le trajet. On va au plus direct, donc on s'est retrouvé sur une espèce de nationale où on a cru qu'on allait crever. Il y avait des voitures qui passaient à fond à côté de nous. C'était la nuit, on avait des lumières, mais c'était la nuit, c'était un cauchemar. Franchement, un cauchemar. On avançait tout doucement, tout ça. On a fini par arriver à Auxerre, donc là, on a prié, on s'est posé. On s'est dit c'est bon, si on n'est pas obligé de finir non plus, on a pris un kebab. Et t'avais Nico qui était comme ça devant son kebab, qui se tenait la tête dans les mains, tu vois. J'étais là, Nico, franchement, pas de stress, si tu le sens pas, si tu le sens pas, on se prend un hôtel là, on se prend un hôtel à Auxerre. Auxerre, je précise, il devait rester 40 bornes quand même. Ok, ouais. C'est à la fois pas tant, à la fois c'est très long, 40 bornes, quand t'es déjà au bout de ta vie, quoi. On était parti à 7 ou 8 heures du mat, c'était 21h. Nico qui était comme ça devant ça. Il a avancé vraiment rien. Hein? Genre, Ouais, après il y a eu des pauses, il y a eu des détours, c'était genre comme une fable de La Fontaine où on avait chanté tout l'été, tu vois. Quand la bise fut venue, voilà, quoi. Et donc, je me souviens, il était comme ça, tout rouge et tout devant son kebab. J'ai dit, Nico, si tu le sens pas, tout ça, tu vois.
Et je me souviens encore, il lève la tête de ses mains comme ça. Et héroïque, il dit, on va finir. Et donc on a fini et on est reparti. Je sais, tu vois, entre-temps, on passait toutes les 2 heures, on passait un coup de fil au gérant du camping pour lui dire qu'on allait arriver toujours plus tard, quoi. Et à la fin, genre, c'était mais une bérésina. Les derniers kilomètres, on devait s'arrêter toutes les 10 minutes pour que Nico il mettait ses jambes en l'air. Genre, il se mettait on s'arrêtait, il se mettait par terre, il mettait les jambes en l'air comme ça, pour, je sais pas, pour le sang, pour pouvoir repartir. Il avait les bouteilles. Il pouvait pas faire plus de 5 kilomètres d'affilée. Et moi, j'avais tellement mal aux fesses que je pouvais plus poser ma fesse sur les selles, sur la selle, sur la selle. Et donc j'étais en danseuse, j'ai fait les 40 derniers kilomètres, je pouvais plus poser mes fesses sur la selle. Et on a fini par arriver, je crois, à 1h du mat, dans un état mais déplorable. Et on est allé se poser, on s'est rattrapé le lendemain sur le repas. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on n'a pas pu grimper. On était trop morts. On était vraiment, vraiment morts, quoi. Physiquement atteints, on avait mal aux articulations. Donc on a comaté toute la journée devant la falaise. Parce que le camping, il est au pied il est juste à la falaise, quoi. Et le retour, donc le lendemain, on n'a pas pu grimper. On a fait les 2 jours et le retour, on l'a fait en train. Il y a une petite gare juste à côté. Ah ouais, même pas 5 km. Abandon. On a abandonné le retour. C'était pour gagner un jour de grimpe, en fait. Okay. Et on est rentré, donc on est allé à cette petite Châtel-Sansoir. On est allé à cette petite gare et on est rentré, ça va à Paris-Bercy et on est rentré par Paris à Blot. Donc c'était vraiment une aventure de débile, la petite aventure, quoi. C'était pas la grande aventure, mais ce n'est qu'avec Nico Pelorson qu'on peut vivre des trucs comme ça, quoi. Parce que sinon, les gens, ils flairent le traquenard, ils se méfient, ils font quelque chose, mais pas Nico, quoi. C'était fou. Et moi, je me souviens, la nuit, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et donc, je me lève et je sens un truc chelou quand je marche. Et en fait, je sentais, en gros, mes fesses, enfin pas mes fesses, mais en bas de mes fesses, ça frottait hyper fort. Et genre, j'ai touché en bas, là, au niveau de l'os, je sais pas quel os c'est, en bas des fesses, mais voilà. Et j'avais des œdèmes. Genre, en gros, j'avais le cul qui avait gonflé, quoi. Et j'avais 2 œdèmes qui me faisaient mal, et qui sont restés 24 heures. T'as grimpé la voie avec ça? Et non, j'ai grimpé la voie le 2 jours après. Non, j'ai pas grimpé la voie avec ça. Et j'ai enchaîné, donc un jour de comatage, et le jour d'après, j'ai enchaîné Tigre Bleu. Assez tremblant, mais au final, l'influx avant-bras, voilà. Donc si des gens sont tentés d'aller grimper en vélo, pour performer, on va dire que si vous mettez une grosse trache en vélo, quand même le lendemain compliqué, 2 jours après, à moins d'être entraîné, voilà, entraîné je pense ça va, mais en n'étant pas trop entraîné, si vous voulez faire un voyage en vélo pour aller grimper, peut-être prévoyez un jour de repos le lendemain, quoi. Parce que voilà, ça tape quand même sur l'organisme. Donc c'est quand même pour moi grand souvenir cette ascension de Tigre Bleu. C'était pas mal de souffrance, mais bien marré, quoi. On s'est bien marré. Ça avait l'air drôle. Bah ouais. Ça avait l'air drôle après coup. Ouais, après coup, tu vois, parce qu'après coup, en fait, maintenant, raconter comme ça, bien sûr, tu dis, mais ils sont cons, tu vois, mais t'en aperçois au fur et à mesure que t'es con. Tu vois, ta naïveté n'apparaît, au moment où t'es naïf, et ta naïveté n'apparaît que au fur et à mesure de l'histoire, tu vois. Et il te suit encore, Lico. T'as un bourbier à lui proposer, il accepte encore. Après ça. Ouais. Franchement, ouais. C'est un bon pote.
Mais c'est un mec, c'est une vraie qualité, quoi. Il est chauffable. Ben, ouais. C'est fou, c'est trop bien. C'est trop bien. Et t'as d'autres anecdotes liées à cette voix? Ben ouais, il y a un truc qui est assez non, j'ai pas grande anecdote, liée à cette voix. La voix, elle est, on n'a même pas parlé du contenu de la voix, de à quoi elle ressemble. Donc la voix, c'est des prises dans la masse là, sur cette coulée bleue, où tu navigues un peu sur la coulée bleue, un peu à droite sur la coulée bleue. Donc tu es sur des prises dans la masse qui sont vraiment jolies. C'est une bonne résie, quoi. Résie homogène. Enfin non, homogène. Si, c'est une quinzaine de moves bien, ouais, dans le mur, et après un tout petit peu de gestion à la fin, où il faut pas s'écrouler. Nico, il était tombé quand même à la fin dans la gestion. Et avec un crux où, justement, Nico et Seb Bouin, ils l'ont fait en tenant une épaule dégueulasse, et moi, je faisais pas le move comme ça. Et moi, je le faisais en tenant une pince et en faisant un move dynamique. Je faisais pas la même méthode. Et je crois que l'épaule a cassé et que maintenant, tu es obligé de faire avec la pince, avec ma méthode. Et c'était pas facile. Franchement, il y avait en bloc, tu vois, tu avais une pré-fatigue, genre, je sais pas, tu faisais un 7B bloc, après un peu de rési, et après cette section qui doit valoir aussi 7B bloc, et après un peu de gestion, voilà. Et je crois que leur prise leur épaule a cassé, quoi. Et, et Nico et Seb qui était venu la faire pour le Vintage Rock Tour, donc un peu plus tard, c'est tous les deux des grimpeurs très très forts en épaule. Et j'étais un peu deg qu'ils puissent, grâce à leur skill en épaule, assurer le move et le masteriser comme ça. Et donc, il me semble, on m'a dit, je ne suis pas allé vérifier par moi-même, mais on m'a dit que l'épaule avait été soit moins bonne, soit elle avait cassé. Et donc voilà. Donc si maintenant ma méthode de la pince est obligatoire, j'en serais pas mécontent du tout. Non, voilà. Sinon, que dire? Non, sur la voie, non. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Sinon, le Sausois, ça vaut le coup, quoi. C'est pas si old school que ça. Les côtes sont pas si méchantes que ça. Ça dépend des voies, mais franchement, globalement, falaise qui vaut le détour. Pour le facile, le moyen et le dur, il y a franchement des belles voies. Et tout. Voilà. Ok. En tout cas, comme tu l'as présenté, ça a l'air cool. Ça donne envie. Ouais. Bon, après, c'est pas du gros délire à colo, hein. Attention. Il y a un peu des petits trous, c'est des murs, certaines voies sont encore engagées, notamment dans le mur de droite, à droite de Chimpanzodrome, là où il y a les grandes voies Lange et tout ça. Et certaines voies sont encore un peu engagées. Enfin, c'est pas... Attention, c'est pas non plus le truc méga aseptisé et tout, mais il y a des voies très jolies, bien équipées, dans tous les niveaux. Bah, merci Lucien. Bah, avec plaisir. J'ai adoré l'anecdote. L'anecdote du trip en vélo. Ouais, j'ai adoré. Ah ouais, c'était bien. Et je trouve que ce qui est drôle avec cette anecdote, c'est le combo d'autant de, tu vois, d'aller essayer une voie quand même super, d'aller essayer un 8C+. On est quand même des grimpeurs d'expérience, quoi. Le contraste entre l'expertise escalade et l'absence totale d'expertise sur le plan de l'approche douce de la voie, quoi. Ouais, tu me dis, on va faire 150 km de vélo, je pense que je te dis non direct. Et Je réfléchis même pas, je sais que je vais mourir. Mais Nico, il avait jamais fait plus de 10 km C'est pour ça, en fait, c'est de pas ça vélo dans sa vie. c'est pas ça Il a donne dit quoi. oui direct. Et il me l'avait pas dit en plus. Ah, moi, je me serais chié dessus, il m'aurait dit, ah, ça fait un peu genre, dans le Seigneur des Anneaux. Quand Oui. Sam Gonji, il est, oh, c'est l'endroit le plus loin où je suis jamais allé, il sort juste de la forêt. C'est Putain, exactement ça, c'est exactement ça. T'es en mode merde, faut tout traverser maintenant. Voilà, c'est Sam Gamji qui partait, Je vais leur surnommer comme ça, Sam Gonji. Sam Gamji le brave. Ça, c'est Frodon Saké. Ouais, mais j'étais à peine plus expérimenté, hein, moi. Déjà, j'étais pas loin d'être aussi mal que lui en arrivant. J'étais quand même j'étais dans le mal. Et puis aussi, j'étais pas si inquiet parce que
me disais en allant doucement, ça va se faire, tu vois? J'avais pas du tout rationalisé, fait des projections. Si on avance à telle vitesse, on fait tant de pauses, on va arriver à 1 h du matin. J'avais pas du tout intuité le truc. Je me suis dit: «On va y aller tranquille et ça va le faire, quoi». Parce que 150 kilomètres, c'est pas non plus, Je sais pas, moi ça me paraît long, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font au Tour de France. Non, au Tour de France, ils font beaucoup plus. OK. Au Tour de France, ils font, les étapes, elles font 200 kilomètres. Il y en a même qui sont plus longues. OK. Et les classiques, elles font les classiques, je veux pas dire d'ânerie, mais il y a des courses qui font pas loin de 300. OK. Les championnats du monde de vélo, c'est genre 270 kilomètres, tu vois? OK. Non, non, c'est beaucoup plus long, mais bon, ils vont beaucoup plus vite, ils restent moins longtemps. Ouais, moi Et là, tout nous, on a un vélo de promenade, tu vois? Pas d'entraînement, on sait pas comment le corps va réagir, pas de cuissard, tu vois? Heu, ouais. Non, bah, merci Frodon. De rien. À bientôt pour un nouvel épisode. Bah, à bientôt, ouais. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Voix de légende et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Blogcast. Il me tarde, il me tarde. J'ai hâte de découvrir la prochaine aventure. À très bientôt. Salut.